Géothermie et propriétés thermiques de la Terre. Aujourd'hui, on cherche des alternatives à l'utilisation des énergies fossiles. Parmi ces alternatives, l'utilisation d'énergies renouvelables se développe. Dans les énergies renouvelables, la géothermie, utilisation de l'énergie du sous-sol, de la chaleur du sous-sol, se développe de plus en plus. L'utilisation de cette géothermie permet à l'homme de satisfaire une fraction de ses besoins énergétiques, comme par exemple la production d'électricité ou bien le chauffage. Alors, quels sont les témoins de l'existence de cette énergie géothermique, de cette chaleur? Alors, les éruptions volcaniques sont des manifestations ponctuelles et brutales de cette libération d'énergie interne, puisque nous avons des matériaux de forte température qui arrivent en surface. L'hydrothermalisme est également une manifestation de surface de l'existence de matériaux chauds en profondeur, puisqu'on va avoir l'expulsion d'eau à très forte température, ici dans le parc de Yellowstone, une température supérieure à 100 degrés. Enfin, l'augmentation de la température avec la profondeur est une réalité bien connue des mineurs, puisque plus une mine est profonde, plus il y fait chaud. Donc on va se poser la question de savoir comment est-ce que l'homme peut exploiter cette énergie géothermique et quels sont les processus géologiques qui produisent cette énergie. Alors voyons à présent les gradients et le flux géothermique qui permettent de mesurer cette élévation de la température. En effet, deux grandeurs sont utilisées, le gradient géothermique et le flux géothermique. Alors le gradient géothermique correspond à l'élévation de la température avec la profondeur. Ce sont des forages qui permettent de mesurer cette élévation de la température. Et cette valeur est en moyenne de l'ordre de 30 degrés par kilomètre. Dans le bassin parisien, elle est aux alentours de 35 degrés par kilomètre. Cela signifie que lorsque l'on s'enfonce d'1 kilomètre, 1000 mètres, l'augmentation de la température des roches est de plus 35 degrés. Le flux géothermique, mesuré en watts par mètre carré, correspond quant à lui à la dissipation d'énergie provenant des profondeurs de la Terre et traversant une surface donnée en un temps donné. Une telle mesure permet d'évaluer ainsi le transfert de chaleur de la profondeur vers la surface. On constate que ce flux géothermique présente des variations importantes d'une région à l'autre. Il est par exemple en moyenne un peu plus élevé au niveau des océans que des continents. Sur cette coupe de l'océan Pacifique, on peut s'apercevoir que le flux géothermique va varier selon le contexte géodynamique. Au niveau de la dorsale océanique, le flux géothermique est plus élevé. Au niveau des points chauds, le flux géothermique est également plus élevé. En revanche, dans les zones de fosse océanique, le flux géothermique y est plus faible. En ce qui concerne le domaine continental, la cordillère des Andes correspond à un arc volcanique. On retrouve un flux géothermique plus élevé. Ainsi, retenons qu'il existe des variations importantes du flux géothermique d'une région à l'autre. Ce flux géothermique est plus élevé en moyenne sur les océans que sur les continents. Il est plus élevé dans le domaine océanique au niveau de certaines zones géologiques, les dorsales, les arcs volcaniques liés à la subduction, les points chauds. Et dans les domaines continentaux, il est plus élevé au niveau des régions volcaniques, de certains rifts continentaux où la croûte est amincie. Cette énergie géothermique est utilisée par l'homme. Il existe différents types de géothermie. La géothermie très basse énergie, dans laquelle on va avoir des températures de l'ordre de 10 à 30 degrés. La géothermie basse énergie, où la température des fluides que l'on va récolter est de 30 à 90 degrés. Cette géothermie va être nécessaire par exemple pour le chauffage urbain. Et puis enfin, il existe de la géothermie moyenne à haute énergie, où là la température des fluides dépasse les 90 degrés. Pour avoir un gisement géothermique,
il faut qu'on ait la présence d'une énergie aquifère, c'est-à-dire qu'il faut la présence de nappes phréatiques. Ici est représentée sur ce schéma la formation de cette nappe phréatique. Alors une nappe phréatique, c'est une couche géologique, de roches géologiques perméable, dans laquelle l'eau peut s'infiltrer et peut être piégée. Étant donné qu'elle est en profondeur, elle va se trouver au contact de roches plus chaudes et donc cette eau présente dans cette nappe va être réchauffée et va pouvoir être extraite. En effet, l'homme va puiser dans cette nappe l'eau chaude, représentée ici en rouge. Cette eau va servir dans un échangeur à réchauffer un système d'eau qui va être ensuite utilisé pour le chauffage, par exemple, urbain. La chaleur exploitée, donc, l'eau ici va retourner, ça va être de l'eau froide, et elle va retourner, va être réinjectée dans la nappe. Pour le système de géothermie haute énergie, l'eau va être soit puisée beaucoup plus profondément, soit va se trouver dans des zones où le flux géothermique est très très élevé. Et dans ces cas-là, la production d'eau chaude va être utilisée pour produire de l'électricité, non plus seulement pour le chauffage urbain. L'énergie géothermique présente de nombreux avantages. En effet, c'est une énergie renouvelable, donc durable, inépuisable à l'échelle humaine, toujours disponible, qui présente un très faible impact négatif environnemental. Elle peut être utilisée pour une diversité d'activités, chauffage, production d'électricité. Elle est très variable, l'utilisation des températures est très variable et très profonde. Elle est très discrète puisque les installations sont compactes, utilisent peu de place, elle présente peu de dangers, plutôt économique et va stimuler une nouvelle technologie puisqu'elle est très innovante. Quelques inconvénients toutefois à noter, notamment le coût des installations qui correspond à un coût plus important que le système de chauffage actuel.